L'indépendance, le parti nationaliste avait senti comme une blessure identitaire le maintien du français dans tous les secteurs. Et malheureusement, le premier secteur qui va être arabisé, c'est le secteur de l'enseignement. Alors les autres secteurs, on y parlera après, mais beaucoup de résistance et ils sont restés bilingues. Et le secteur de l'enseignement, donc dès les années 61, on a commencé à penser à une politique d'arabisation. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tantôt le palais à cette époque-là, moi je parle du roi Hassan II, qui disait que l'analphabète c'est celui qui ne connaît qu'une seule langue. Et donc il voulait absolument que le Maroc soit bilingue. Et il voulait rassurer un peu les nationalistes qui se sentaient blessés avec le maintien du français en renforçant à la fois l'arabe, mais aussi les langues étrangères. Le français, évidemment, avait un statut particulier. Et puis vers les années 82, c'est le premier ministre qui vient du parti nationaliste, il y a eu les élections, il y avait eu des manifestations, etc., qui a décidé d'arabiser. Et dès 85, le primaire était arabisé et 50% du secondaire était arabisé. Le problème, il y a un dysfonctionnement entre le primaire, secondaire et le supérieur. Le supérieur n'a jamais été arabisé. Alors ce sont quand même des étudiants qui, quand ils arrivent à l'université, qui ont fait leurs études dans un enseignement primaire et secondaire arabisé. Alors, ce qui n'a pas été arabisé, alors je parle pas des sciences humaines qui ont été arabisées au supérieur. Ce qui n'a jamais été arabisé, ce sont les sciences et les techniques. Et donc, on a constaté avec la première génération des bacheliers, alors le bac c'est le diplôme de fin d'études du secondaire, qui arrivait à l'université, qui avait un réel problème de dysfonctionnement. Même de bons élèves, qui même d'excellents élèves, qui voulaient faire médecine par exemple, ou pharmacie, les études médicales, ou ingénieurs ou techniciens supérieurs, etc. Et qui se retrouvaient donc devant un enseignement technique et scientifique en français. Alors qu'ils avaient appris les concepts, les notions en arabe. Et donc, il y avait un dysfonctionnement. Ça crée deux classes d'élèves. Ça crée, c'est que ils étaient mélangés à ceux qui avaient les moyens d'aller dans les écoles privées. Les écoles privées et les lycées privés, c'était en majorité les missions culturelles françaises qui étaient installées, qui étaient des lycées pour les enfants des Européens quand le Maroc était sous protectorat. Une fois que le Maroc avait recouvré son indépendance, eh bien, les gens qui avaient les moyens, dont les décideurs, dont les politiciens, dont les nationalistes, mettaient leurs enfants à la mission culturelle française. Tiens, on se croirait au Québec. Bah oui, ils apprenaient une langue de qualité, le bel usage, le bon usage. Ils étaient même plus normatifs que les Français de Paris et qui, eux, avaient la chance d'aller en France ou en Belgique, au Canada, aussi français, etc., qui faisaient leurs études supérieures, qui revenaient et à qui on réservait les emplois modernes. Donc, une colère certainement chez plusieurs d'entre eux. Chez les jeunes. Chez les jeunes. Et ils se sont aperçus, ces jeunes, quand ils sont arrivés. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a pensé qu'il existait un français fonctionnel, ce qui est une erreur monumentale. On peut pas vider une langue de son essence et de son âme. Et un mot, rien qu'un mot, il peut avoir plusieurs sens. Et donc, on leur apprenait des concepts, mais il y avait même pas des commissions de terminologie qui étaient bien formées. Et donc, chacun avait son concept. Donc, ils arrivaient avec des concepts très diversifiés en arabe pour suivre des études médicales ou pharmaceutiques qui étaient bien sûr en partenariat avec la France. On recevait même des professeurs français qui venaient enseigner dans les facultés de médecine. Alors ces pauvres étudiants ne comprenaient rien. Alors le résultat malheureux, c'est que soit ils ont quitté les études scientifiques et techniques pour aller grossir un peu le rang des sciences humaines, soit ils étaient récupérés par les études religieuses. Voilà, est-ce que c'est juste, je sais que ça s'est produit en Algérie, puisqu'on a arabisé donc de façon assez rapide à partir de cette période, des années 60-70, il manquait d'enseignants et que donc plusieurs sont venus de l'étranger, notamment beaucoup d'Égypte, les frères musulmans en faisaient une spécialité, et donc ça a créé un environnement favorable à une radicalisation, en tout cas une réorientation philosophique de l'enseignement. Voilà, disons à l'arabisme militant, ce qui était quand même très dangereux. Alors, mais quand il y a eu des colonisations, nous on n'a pas eu un rapport passionnel avec la France, il y a eu de guerre ni rien, il y a eu des accords et le Maroc a recouvré un peu son indépendance. Donc on avait des relations plus amicales et moins passionnelles avec la France. Mais on avait, par exemple, moi quand j'étais élève, j'avais ce qu'on appelait les coopérants français.
Donc, on avait pour la partie française des coopérants, donc des jeunes qui venaient et qui passaient 4 ans au Maroc, par exemple, pour l'enseignement français. Et il y avait effectivement, ils n'avaient pas non plus, parce qu'il y avait très peu de cadres, vers les années 1956 en arabe. Et donc on faisait venir des Égyptiens, des Syriens, enfin un peu du Moyen-Orient, et qui venaient enseigner un arabe qui n'était pas le nôtre. C'est ça le problème. Alors, au nom de l'identité, on enseignait une langue autre. Et on avait oublié complètement que la moitié de la population était berbère, était amazighophone, et que cette langue identitaire n'était pas la leur, et qu'il y avait une sorte de dévalorisation, de minorisation des langues locales, y compris l'arabe dialectal. Ce qui fait que la modernisation de l'arabe au Maroc n'a pas eu, comme dans une grande partie du monde d'ailleurs, n'a pas eu lieu vraiment aujourd'hui, alors que le français, lui, on le voit notamment et chez les écrivains maghrébins, francophones, adaptent le français. Les Québécois font la même chose. Aujourd'hui, c'est un concept qui est accepté, qui était iconoclaste il y a 50 ans, mais qui est aujourd'hui tout à fait moderne. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'arabe se modernise à la colère des arabistes qui disent c'est la langue de la révélation, c'est la langue sacrée du Coran, il ne faut pas la toucher. Mais il y a eu quand même un bureau d'arabisation, ils ont essayé de sortir un dictionnaire des terminologies. Il y a eu des efforts et on a modernisé, même si... mais il a fallu du temps quand même vers les années 80 pour pouvoir maroccaniser. Et donc, il fallait que les cadres soient marocanisés pour qu'ils comprennent un peu la culture locale, les langues locales, pour qu'ils revalorisent et qu'ils disent que la langue classique, l'arabe classique, n'est la langue de personne, y compris d'ailleurs au Moyen-Orient. Alors, chaque pays a ses dialectes arabes atypiques et donc c'est là où on retrouve notre identité. Et le français, malheureusement, que les autres vont décrier, fait partie, moi j'ai été bercée par les deux langues depuis que j'étais très jeune. Donc fait partie un petit peu de notre culture. Il s'est enraciné. Il était là. Mon père parlait le français. Je sortais dans la rue. Il est là. Il s'affiche au Maroc. On est affiché dans les deux langues. Donc on affiche notre identité bilingue. Et donc ça serait une aberration. Et ça a été une aberration. Malheureusement, les gens qui ont été vraiment sacrifiés, ce sont les jeunes générations. Plusieurs jeunes générations, depuis 90. Par contre, aujourd'hui, il y a vraiment un retour, d'abord, là, on le disait, dans les classes, notamment pour les mathématiques, les sciences naturelles et les sciences physiques dès le début, là. Mais ailleurs aussi, et je vous entendais dans une entrevue réalisée il y a quelques mois, je crois, il y a des mots, bien sûr, on se fait des échanges tout le temps, des échanges et des emprunts, là, parfois malheureux, mais plus souvent heureux. Par exemple, le mot toubib est passé dans la langue française, le médecin, c'est le toubib, moins au Québec, mais en France, certainement, on l'utilise beaucoup. Et je vous entendais dire, il faut faire un pas de plus maintenant, parce que pour l'utiliser vraiment dans les contextes modernes, par exemple, les femmes médecins, c'est une réalité. C'est une toubiba. Une toubiba, ben oui, si c'est comme chez nous, elles sont même majoritaires maintenant dans nos facultés. C'est une toubiba. Et le super toubib, lui, c'est le professeur de médecine. Le professeur, exactement, le professeur, et puis il y a d'autres mots, le mot développeur, par exemple, c'est celui qui participe au développement du pays. Et donc, et puis il y a tous les emprunts qui un petit peu, moi j'appelle ça les mots culturels. Les mots culturels qui disent un peu la société marocaine et qui sont largement cultivés par les écrivains, les jeunes générations comme les générations qui font de l'autorité comme Benjeloun ou Khatibi, mais il y a aussi les jeunes générations et beaucoup de jeunes femmes actuellement écrivent en français. Il y a beaucoup et puis les journalistes. Oui, avec le retour d'une plus grande démocratie entre guillemets, il y a plus de journaux, on écrit plus en français. Il y a plus d'écrits en français et puis il est affiché partout et donc on affiche partout, y compris dans les notices des médicaments. Il y a les deux langues, il y a toujours deux langues. Et donc moi ce dont vraiment j'ai peur, c'est que depuis les événements de 91, du 20 février, donc où la jeunesse s'était révoltée sans aboutir véritablement à ce qui s'est passé, il y a une nouvelle constitution et donc le roi a cédé un peu de pouvoir à la fois exécutif et législatif et un gouvernement a été élu. Ce gouvernement est un gouvernement de conservateurs arabistes.
et qui donc prône beaucoup plus l'idéologie arabiste. Et devant les défaillances de l'enseignement, le roi a dû prendre carrément la parole et dénoncer les défaillances de l'enseignement. Et il a nommé, et donc vraiment nommé un moderniste francophile, Monsieur Belmkhtar, qu'on connaît très bien. Et c'est pour ça que c'est plus qu'un bras de fer symbolique ce qui se passe là. Voilà. Et puis grâce à lui, donc le français sera réintroduit. D'autant plus qu'il y avait 14 filières techniques, 12 filières fonctionnaient très bien en français. Il y avait que 2 filières où il fallait réintroduire le français et juste pour les sciences et la physique-chimie et les mathématiques. Eh bien, ça se fera maintenant. C'était en français. Fouzia Bensakour, je vous le rappelle, est professeur associé à l'université de Sherbrooke et professeur émérite de l'université de Rabat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.